Et bonsoir à tous, bienvenue sur Débrief ASM. Je suis très heureux de vous retrouver avec Laetitia, Fred et Bastien. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Alors du coup aujourd'hui ce n'est pas un débrief, trêve internationale oblige. C'est une émission sur une interview sur un ancien joueur de Monaco que nous avons l'honneur de recevoir, qui nous fait le plaisir. Ancien joueur formé au club et puis aussi qui était à l'équipe pro sous l'ère Guy Lacombe. Du coup, Frédéric Bulot, on est très heureux de te recevoir. Bonsoir. 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 Et merci de nous accorder du temps pour cette interview. Et puis du coup, je vais te laisser te présenter pour nos auditeurs. Bonsoir à tous. Donc, Frédéric Bulot, ancien joueur de l'AS Monaco. J'ai été formé à l'AS Monaco et j'ai commencé en pro à mes 19 ans sur mon premier match avec Lyon à l'AS Monaco. Et ensuite, j'ai quitté l'AS Monaco à la descente, malheureusement, et j'ai rejoint le Stade Malherbe de Caen ensuite. Super, merci beaucoup. Alors, première question, tout d'abord, que deviens-tu? Alors, j'ai arrêté de jouer pendant la période Covid. Donc, j'étais en Asie et j'ai été sur le milieu de saison en Europe, à Chypre, en première division à Doxa. Et il n'y avait vraiment pas de matériel pour travailler. Il n'y avait pas de structure nécessaire pour que je puisse travailler par rapport au problème de genou que j'ai eu. Et j'ai arrêté à ce moment-là, donc à mes 30 ans. Et depuis là, je ne joue plus. J'ai plus voulu être dans le monde professionnel. C'était beaucoup de sacrifices, beaucoup de complications avec la crise sanitaire. Et aujourd'hui, je travaille toujours dans le monde du football parce que je serai toujours un acteur dans ce milieu et un peu dans l'entrepreneuriat sur différentes choses, dans les matières premières notamment. Ok, merci beaucoup. Alors maintenant, on va parler un peu de tous tes débuts. Alors, au tout début de ta formation, est-ce que tu avais d'autres propositions que l'AS Monaco? Et si oui, pourquoi, quel choix a été déterminant pour choisir l'ASM en fait? Pourquoi spécialement Monaco? Alors, j'ai commencé au Tour FC. Donc, je suis arrivé en France à l'âge de 3 ans. Donc, on a été à Tours. J'ai commencé dans ce club-là à l'âge de 7-8 ans, je pense. Donc, j'ai fait toutes mes gammes dans les écoles de foot jusqu'aux 14 ans fédéraux. Et j'ai intégré ensuite le pôle espoir de Châteauroux. Il faut savoir que le pôle espoir de Châteauroux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des quelques pôles espoirs en France comme Clairefontaine, sur la région centre-ouest. Et ça regroupe un peu les 19 meilleurs joueurs de la région et des régions autour. Et j'avais déjà signé à l'AS Monaco avant d'intégrer ce pôle espoir. Et j'avais 12-13 clubs professionnels qui étaient intéressés par mon profil. J'ai visité Rennes en premier. J'ai visité l'AS Monaco pas longtemps après. Et j'ai été avec ma famille. On a tout de suite été conquis, je pense, par le contexte professionnel, le contexte, l'environnement aussi, parce que c'est un beau cadre. C'est un beau cadre pour travailler. Et je pense que j'aime aussi la chaleur, donc ça m'a plu. Donc on a après, vu l'AS Monaco, décidé de rester et de signer un pré-contrat avec eux, donc avec l'AS Monaco. Et j'avais déjà signé, donc comme je vous l'ai dit, sur mes 2 années de Pôle Sport, j'étais déjà focus sur ma formation à l'AS Monaco. Super, d'accord. Alors, est-ce que tu gardes de bons souvenirs du centre de formation? Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué pendant ces années? J'ai vécu des belles années, j'ai vécu de très très belles années. J'ai été un peu marqué par le contexte, comme je vous ai dit tout à l'heure, de cadre de vie qui est exceptionnel. On va pas se mentir que c'est pour moi le meilleur cadre pour travailler et la meilleure formation possible qu'on puisse avoir. On a aussi pas mal de liberté en étant jeune, contrairement à d'autres centres de formation où il y a beaucoup de restrictions sur le fait de rester au centre et de ne pas pouvoir sortir. Nous, c'était pas le cas. On avait pas mal de mobilité et je pense que c'est aussi bien pour des jeunes adolescents, parce qu'on reste que des adolescents. Et on avait quand même de la liberté, plus le cadre foot qui était bien encadré.
J'étais de ma génération 90 le seul joueur à aller en équipe de France, donc de 15 ans espoir. Donc c'était aussi une belle reconnaissance de représenter Monaco sur la scène de la FFF. Et j'ai vécu pour moi les meilleures années de ma jeunesse, tout simplement. Si c'était à refaire, je le referais. Et d'un point de vue professionnel, comme je vous ai dit, techniquement, et pour le staff technique que j'ai eu avec Laurent Bagny dans 15 ans, parce que c'était lui au tout Ouais. début, et jusqu'à mon arrivée au monde professionnel, j'ai vraiment été bien aidé, bien encadré par le staff technique et professionnel. Ok, merci beaucoup. Alors Laetitia, maintenant, c'est à toi. Alors, donc bonsoir, hein, déjà. Donc quand as-tu intégré l'équipe pro? J'ai intégré l'équipe pro, je pense à 17 ans et quelques, 17 ans et demi peut-être. J'ai été assez précoce parce que, comme je vous ai dit, j'étais le seul joueur de Monaco à être en équipe de France. J'ai signé très tôt professionnel. Euh, il y avait le contrat élite juste avant. J'avais déjà signé élite, puis professionnel dans la foulée. Donc, par rapport aux autres de mon âge, c'est vrai que j'avais quand même une certaine avance et un poids aussi parce que c'est une responsabilité d'avoir un contrat pro jeune et avec les attentes qu'on avait autour de moi. Donc, je m'entraînais de temps en temps avec les pros. J'avais fait quelques matchs aussi avec les pros, comme contre la Juventus, etc. Donc, c'était de belles expériences pour moi. Et j'ai commencé vraiment à jouer sur mon premier match contre Lyon, officiellement. Donc, c'était le premier match de début de saison en plus. Donc, on m'a fait confiance. Comme je vous l'ai dit, c'est une responsabilité. Du fait de mes 19 ans, j'étais mis dans le bain et ça m'a plu parce qu'il y avait des joueurs aussi intéressants autour de moi qui avaient de l'expérience. Et le fait qu'on m'ait mis en avant, ça voulait dire beaucoup. D'accord. Justement, avec cette réponse, tu m'as enlevé, toutes les autres questions qu'on allait pouvoir poursuivre C'est vrai. Ah, par rapport non, non, mais voilà, par rapport non, mais il y a pas de souci, non. Donc on va éviter de les répéter. Parce que justement, j'allais dire que ton premier match pro, c'était face à Lyon le 7 août, 2010 et je vais te demander justement ton ressenti lors de ce match, un peu plus précisément. Euh, J'étais quand même pas mal stressé, surtout que c'était une bonne équipe de Lyon à l'époque. C'était une très très belle équipe. Et je me souviens qu'il y avait aussi Papi Mendy qui avait commencé, qui avait débuté, qui était en 91, donc à un an de moins que moi. Donc on était stressé, mais en même temps, étant jeune, en réalité, on avait aussi la marge on a le droit à l'erreur, on a le droit de se tromper. Et en réalité, c'est une première pour nous. On avait prouvé pas mal de choses pendant la pré-saison. Et la comp nous avait fait confiance, donc on devait lui rendre cette confiance-là. Donc je pense qu'on était bien concentré. On n'a pas été mauvais, au contraire. Et Oui. c'était vraiment une belle expérience. On a fait un bon match. On n'a pas fait des folies non plus, mais c'était intéressant. Non, c'était un bon point, c'était un 0-0 et surtout face à Voilà. Lyon, on Chez est, eux, en plus, chez eux, puis bon, un concurrent toujours direct premier chaque match. année pour les titres à l'Europe, hein, donc Mhm. c'est toujours Ouais. Il y un avait, bon point de prix, hein, donc là-dessus, on peut il y pas avait le quand dire. même les Toulalan, les Gomis, Yoris. Ah, c'est clair, c'est clair. C'était du lourd, hein. Ouais. Alors justement, lors de cette saison, Monaco va être relégué en Ligue 2 et ça, c'est une question d'un de nos collègues, Diego. Il demande: «Comment, selon toi, cela a-t-il pu arriver, cette descente en Ligue 2 justement?» Euh, Honnêtement, on avait un groupe de qualité entre les jeunes et les plus expérimentés. Il y avait une bonne cohésion d'équipe. Euh, on n'avait pas de problème de vestiaire. Et je pense que honnêtement, c'était plus un management et beaucoup de contraintes par rapport à des contrats qui n'étaient pas euh, en accord avec les joueurs ou qui n'étaient pas dans l'intérêt du club. Et on en a beaucoup vécu pour certains jeunes qui étaient prometteurs, parce que si vous vous souvenez, il y avait beaucoup de 89 qui étaient prometteurs dans ce groupe. Et on a eu pas mal de problèmes extra-sportifs dus à des contrats pendant la période où Marc Keller était de passage. Et beaucoup
beaucoup se sont plaints de cette situation-là. Pour vous remémorer un peu ces moments, il y avait beaucoup de joueurs qui avaient débuté le championnat et qui ensuite, à la deuxième phase du championnat, étaient un peu sur le banc et pas vraiment justifiés. Et je pense que ça a déréglé pas mal de choses. Donc, si c'est des choses qui sont extra-sportives, ça touche forcément des jeunes joueurs. Et retourner avec la réserve sans justificatif propre à soi, c'est compliqué. Ouais, c'est sûr, parce qu'il y avait quand même une bonne équipe, hein, on se Il y avait souvient. une très, très bonne équipe. Il y avait une très, très bonne équipe. Et quand on fausse un peu le mérite de ceux qui doivent jouer, forcément, il y a des complications, de la jalousie, de l'incompréhension. Ça touche pas forcément les joueurs, donc c'est pour ça que je vous parle d'extra sportif, parce que c'est une histoire d'agents et, et des histoires de contrats avec les clubs, et ça fausse un peu tout. Je pense que c'était le plus gros problème au-delà de ce qui pouvait se passer sur le terrain. C'est ce que beaucoup ne diront pas, c'est ce que beaucoup ne voient pas, parce que nous, on voit que les entraînements et le terrain. Mais il faut savoir qu'en dehors de tout ça, il y a des choses qui sont aussi importantes, qui sont contractuelles. Moi, pour ma part, j'ai commencé à jouer le premier match, comme vous le savez. J'ai enchaîné pas mal de matchs après par la suite. Et je montais en volume. J'étais régulièrement aussi en équipe de France Espoir. Et j'ai été freiné par la suite pour quelque chose d'extra sportif aussi, où on me proposait de changer d'agent et j'avais pas de raison de changer d'agent. Et dans le cas où je changeais pas d'agent, bah, je pouvais pas re-signer. Et on m'a présenté pas mal d'agents qui travaillaient avec le club. Et étant quelqu'un de fiable et d'honnête, surtout sur ce que mon agent avait fait pour moi, je me voyais pas changer d'agent. C'est pour ça que je vous parle d'extra sportif, parce que c'était le cas de pas mal de joueurs. Ok, bah, merci Laetitia. On va passer maintenant à Fred, du coup, pour tes questions. Encore. Alors, Tiens. pourquoi n'as-tu pas poursuivi ta carrière à Monaco? Est-ce un choix du club ou le tien? Alors, je vais vous donner mon premier avis. Quand j'étais à l'AS Monaco, que ce soit la formation au monde professionnel, je me suis posé la question, et je posais la question à certains autres joueurs. Je me disais que jamais je pourrais quitter l'AS Monaco, parce que j'aimais le cadre, j'aimais le monde qui nous entourait au niveau technique, au niveau médical aussi. On avait des bonnes relations avec tout le monde. C'était un club que je pensais jamais pouvoir quitter, honnêtement. Et j'étais même effrayé d'y penser, en fait. J'avais des propositions aussi pour aller à l'étranger très tôt. J'avais pas du tout envie, honnêtement. Que ce soit dans des bons clubs en France ou à l'étranger, j'étais pas du tout intéressé. Et ce qui m'a poussé finalement à partir, c'est la douleur que j'ai ressentie en n'étant pas retenu dans le groupe, ou en étant avec la réserve, comme je vous ai dit, où c'était pas justifié, ou tant que je ne changeais pas d'agent, bah, je ne pouvais pas rejouer avec l'équipe première. Donc j'ai été affecté par tout cela. Et, et je me souviens de la descente, où finalement je n'ai pas trop participé à la deuxième partie de saison. On descend. Et du coup, on change encore de direction, parce qu'il y a eu des fautes au niveau de la direction qui étaient importantes, comme je vous ai dit. Et là, Barry Laro me demande de rester. Et il était au courant de ce qui se passait forcément, puisqu'il gérait un peu aussi tout ce qui était contractuel, pas directement, mais il suivait ce qui se passait. Et, et il me disait qu'il allait me prendre sous son aile, et ils allaient faire le nécessaire pour que je sois dans les meilleures dispositions. Mais malheureusement, à ce moment-là, j'avais tellement été affecté par ce qui s'était passé au sein du club qu'il fallait que je change d'air. Et j'avais aussi des propositions de clubs professionnels. Et étant en espoir, étant international espoir français, je me devais de rester au meilleur niveau, en fait. C'était des joueurs qui étaient aussi dans des meilleurs clubs, dans les meilleurs clubs. Et je devais être aussi dans un club de première division pour moi, pour espérer déjà rester en espoir et être compétitif. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous faire ton top 5 des joueurs de Monaco que tu as côtoyés et qui t'ont impressionné au centre de formation ou équipe pro? Alors, je dirais Nicolas Nkoulou, Cédric Mongongu. Je mélange jeune et pro, c'est pas un problème. Non, non, tu peux, je l'ai tout bon. Yaya Touré.
Jamel Bakar, Oui. pour ceux qui s'en souviennent, parce qu'après, il n'a pas eu la carrière qu'il devait avoir, je pense. Et il y en avait beaucoup, hein, il y avait beaucoup de monde. Hein. Ouais. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait, je ne sais pas si vous vous souvenez d'Aruna, Lookman, Oui, Lookman. Aruna. qui était très, 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 très bon au niveau athlétique, qui était surprenant, et un joueur assez imprévisible du fait de son âge aussi. Donc, je pense que c'est ces 5 joueurs-là qui m'ont je dirais pas forcément le plus marqué, mais qui avec des caractéristiques un peu différentes que d'autres. Aruna, je m'en souviens d'un super but qu'il avait marqué en coupe. Alors, je ne sais plus si c'est la Coupe de France contre Sochaux. Une magnifique reprise de volée, c'est vrai. Ouais, lui, c'était ça. Hein. C'était surprenant. Il était surprenant. Et Nkoulou, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de déceptions quand il. Bon, après, il pouvait peut-être pas évoluer en Ligue 2 aussi, mais quand il a signé à Marseille en plus, tout pour la somme. Puis ils nous ont prêté un autre joueur après qui, lui, n'a pas répondu aux attentes. Donc c'est vrai que c'était très. Il a fait partie de ces joueurs qui ont été affectés, parce que bon, j'étais très proche de lui, donc on échangeait, et il y a eu des choix qui n'étaient pas justifiés. Après, on comprend le fait qu'on ait des contrats, qu'on soit aussi, je veux dire, un retour d'investissement à un moment donné pour le club, et qu'on ait aussi des valeurs. Mais quand ça touche l'extra sportif, on a un ressenti humain et naturel où on est touché, et on est censé jouer parce qu'on a fait des bonnes prestations, et à l'entraînement, on prouve tout le temps, on se bat pour être titulaire le week-end. Et quand c'est pas le cas, on se tourne vers qui? Et quand on n'a pas de réponse, bah forcément, on cherche un échappatoire, et le plus important dans ce milieu-là, c'est aussi de prendre du plaisir. Donc quand on nous l'enlève, et de façon malhonnête, je trouve, des fois, c'est délicat. C'est vrai que nous, supporters, on voit peut-être pas. On n'a pas vu ça en fait. Ouais, Bah, ouais, pas c'est tout. vrai que Ouais, heureusement que voilà que tu le signales aujourd'hui. C'est vrai, quand on a vu Stéphane Ruffier partir. Bon, après la Ligue 2, c'est compliqué, et en effet, Cédric Mongongo aussi qui est parti, Nicolas Nkoulou, c'était Yohan Molo. C'est vraiment une saignée, et c'est vrai que on était un peu déçus. Maintenant, Honnêtement, s'il y avait eu la descente, malgré que j'ai eu des sollicitations en première division, et que j'avais pas eu ces problèmes-là extrasportifs, comme je vous dis, je pensais commencer et terminer ma carrière à l'AS Monaco. Je parle pas de forcément aller dans les top clubs si on était performant, et forcément changer d'air à un moment donné parce que on monte en grade. Mais ce que je pouvais ressentir pour le club, c'était juste non, je vais rester là. Quoi. As-tu encore des contacts avec des joueurs avec lesquels tu as évolué à l'ASM? Ouais, beaucoup, hein, beaucoup. Terence Makengo, Distel Zola, Cédric Mongongu, Yohan Molo, Sagbo, Gakpe, Léo Schwechlen, Valère Germain, Denis Sapia, Papi Mendy, beaucoup de joueurs, ouais, beaucoup de joueurs, ouais. Ouais. En réalité, je pense que on est resté quand même un groupe de jeunes encore en contact, parce qu'on a plus ou moins les contacts de certains, et on échange tous plus ou moins ensemble. On avait une bonne génération et une bonne entente. oui, puis surtout que tu as été champion avec cette génération que tu viens de nous citer, champion des réserves professionnelles à un moment donné. Oui, on a fait un beau parcours. C'était quelque chose qui est assez excitant pour des jeunes, de se confronter à la France, parce qu'on restait toujours dans les catégories jeunes, dans la région plus ou moins, mais de jouer contre ce qui se fait de mieux dans le nord, à l'ouest ou à l'est, de rencontrer Lille ou autre, Sochaux, etc. C'était différent. C'était différent de ce qu'on avait l'habitude de connaître. Et étant encore jeune et jouant avec des plus âgés, c'était d'autant plus satisfaisant pour nous qui venions de peut-être de 2, voire 3 ans de différence avec certains qui étaient plus haut avec la réserve. Et de gagner ce trophée-là, c'était une première très belle expérience.
Et ça nous suit jusqu'à aujourd'hui parce qu'on en reparle et ça reste. Super, on va passer maintenant à Bastien qui va poser ses questions. Depuis ton départ du club, quelle saison de Monaco t'a le plus impressionné et quel joueur? Je dirais la saison juste après, en deuxième division, quand il y a eu le rachat du club, donc ça a changé forcément de dimension. Et je pense que le joueur qui m'a le plus surpris, c'est Carrasco, parce que je l'ai connu en jeune comme bon joueur, et je l'ai connu avec d'autres joueurs qui étaient pas si différents que lui au niveau de ce qu'il pouvait apporter, qui étaient aussi des espoirs de sa génération. Et en deuxième division, vraiment, il a explosé tout simplement. Je pense que de ce que je voyais en jeune et de ce qui s'est passé après en deuxième division, j'ai vu un tout autre joueur et il a continué et évolué sur la même trajectoire en vrai. Ok, très bien. Es-tu déjà revenu à Monaco et que penses-tu du centre de performance? Alors, j'ai été 2 fois où j'ai revu mes dirigeants, comme Barry Laro par exemple et d'autres personnes, qui étaient là à l'internat notamment. Donc, je pense que ça a beaucoup changé. Ils sont dans un cadre, beaucoup plus perfectionniste qu'avant et ils ont des outils de travail qui sont différents et la seule chose qui est différente que j'ai vue et dont on m'a parlé, c'est le championnat de la réserve qui a changé par rapport à ce qu'on avait nous. Donc c'est aussi, je trouve, excitant de jouer contre des grosses écuries en Europe. Après, est-ce que au niveau de la fatigue, de l'exigence, puisque c'était pas forcément des matchs officiels comme de ce que j'avais entendu, c'était plus des matchs entre de bonnes équipes. Alors est-ce que les joueurs se donnent à fond parce qu'on est toujours différents sur des matchs avec des oppositions amicales et des matchs de compétition où il y a forcément des points à prendre. Mais sinon, dans le cadre de ce que j'ai pu voir, c'est top, c'est top. Ça donne envie et par contre, je vais pas avoir une deuxième jeunesse pour y retourner, quoi. Ok. Que penses-tu de l'équipe actuelle? Penses-tu qu'elle peut remporter un titre? De ce que je vois pour ce début de saison, ils ont toutes les chances. Honnêtement, je vois que, allez, Paris peut toujours déranger pour ce titre, forcément, au point de vue des différences financières qu'ils peuvent avoir. Maintenant, je pense que Monaco peut avoir leur chance cette année, honnêtement. Euh, je trouve que Paris peut être en difficulté cette année pour aller chercher le titre et je pense que c'est les seuls qui peuvent. Il y a que Paris qui peuvent déranger forcément pour le titre et Monaco, de ce que j'ai vu pour ce début de saison, ont ce qu'il faut pour aller chercher quelque chose. On voit tous la même chose. C'est ça. On espère. En tout cas, je Ok. supporte Monaco. Ah, excellent, super. Merci Bastien. On va passer maintenant à la partie 2, donc l'après-Monaco. Alors, tu as fait Caen, le Standard, Charlton, Reims, Tours, tout ça en Europe. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces expériences? Alors, je vais refaire un peu les différents clubs rapidement. Donc, après Monaco, j'ai été en première division à Caen. J'avais signé pour deux ou 3 ans, je sais plus exactement. Et j'ai été racheté directement par le Standard au bout de la première année. Donc, je vais retrouver euh, le Standard de Liège, donc un autre pays, après une belle saison à Caen. Donc, une saison vraiment complète avec un club professionnel et toujours en espoir à ce moment-là, avec l'équipe de France. Donc, j'arrive dans une autre dimension où le Standard de Liège est un club un peu, pour vous donner une comparaison, c'est comme si c'était un peu Marseille en France, un peu chaud, des supporters de génération en génération qui supportent ce club. Ça parle du football dans tous les coins de rue et ça vit pour le Standard de Liège. Donc, on était toujours en concurrence avec le Anderlecht pour jouer les premières places, la première place.
Et c'était, j'ai envie de dire, difficile la première année, pas sur l'aspect technique, mais je pense pour rentrer dans le moule d'un nouveau pays, de nouvelles mentalités, une exigence d'un club différent, de nouveaux coéquipiers, une nouvelle façon de jouer. Vraiment, tout était différent. Donc la première année, c'était pas évident pour moi. Je jouais quand même, mais c'était pas au niveau plaisir ce que j'espérais. Et je m'y suis mis mieux sur la fin de la deuxième année, enfin la première année et sur la deuxième saison que j'ai fait avec le Standard. Et ensuite, j'ai été à Charlton. Donc à Charlton, c'était pareil. Je voulais, sur un contrat de 4 ans avec le Standard, retrouver quelque chose de nouveau parce que j'arrivais pas vraiment à m'intégrer, je pense, à la ville, au championnat, au pays. C'était pas vraiment ce que j'espérais, même si, comme je vous ai dit, je jouais. Mais c'est au niveau plaisir, j'étais pas vraiment à l'aise. Et le président de Charlton, du Standard, était le même président en fait que de Charlton. Donc il me propose d'aller à Charlton pour aider le club à monter en première ligue. J'étais pas du tout pour. Étant un joueur important du Standard, il m'a proposé juste de rester au Standard et, euh, et, euh, et tout simplement de respecter mon contrat et de suivre mon contrat et mon engagement. Donc, je lui ai fait comprendre que j'étais pas au mieux au niveau mental et je ne serais pas forcément au mieux au niveau du rendement. Euh, donc j'étais par la suite au final à Charlton et je pensais pas du tout que j'allais faire cette saison. J'ai fait une superbe saison et c'était pour moi la meilleure saison, je pense, de ma carrière en tant que professionnel. Finalement. Donc pour vous dire, je n'étais pas du tout pour, j'avais pas envie. J'étais un peu poussé à y aller parce qu'il était hors de question de me vendre ou que j'aille en prêt en première division en France, c'est ce que je voulais de base. Et finalement, j'ai été surpris par l'Angleterre, la façon dont ils ont de vivre ce football, les supporters, le cadre technique et professionnel. Tout était vraiment différent et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir au niveau de mes statistiques. Ça s'est vu aussi. Et j'avais rejoint cette année-là, du coup, l'équipe nationale du Gabon, où on avait fait qualification de la CAN sans aucune défaite. Donc, j'avais jamais connu la défaite en un an avec le Gabon. Et on a été ensuite à la CAN, ma première CAN, où j'ai fait une année du coup à Charlton. Il était pour moi, donc au bout de cette année-là, le retour au Standard de Liège, donc après ce prêt. Et il s'est passé des choses un peu folles où le président du Standard de Liège, qui avait un autre club en deuxième division en Belgique, ce club-là monte en première division. Du coup, il n'a pas le droit d'avoir deux clubs en première division. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il garde son club de cœur et il vend le Standard de Liège. Charlton était prêt à racheter mon contrat pour pas grand-chose, puisque c'était le même président au Standard de Liège, me mettre un contrat béton, mais que pour une année, dans le cas où on n'arrive pas à monter en première ligue, parce que c'était un contrat assez important pour le club. Et du coup, comme il a vendu le club à ce moment-là, on demande à Charlton de racheter le contrat. Et Charlton ne pouvait plus suivre parce qu'il m'avait déjà proposé un contrat au niveau salaire trop intéressant et trop important pour eux. Donc ça a capoté. Et c'est là, à ce moment-là, que je ne retourne pas au Standard de Liège, mais je me fais racheter par par Reims, pardon, à ce moment-là. Et c'est là que je retourne en France. Et avec Reims, j'avais signé 2 ans. Donc à mes 25 ans, de 2015 à 2017, pour 2 ans. Et ça s'est très bien passé au début. Et puis ça a été la catastrophe après par la suite par rapport à un problème, une blessure au genou qui a mal été gérée, mal été soignée par le club. On m'a fait jouer blessé pendant trop longtemps et il y a eu des complications au niveau et footballistique et médical et j'ai envie de dire politique aussi parce que la présidence du Gabon a été sur le terrain aussi pour défendre mes intérêts et ça a été très délicat. Jusqu'à aujourd'hui, on y est toujours au niveau de la justice avec le Stade de Reims. Donc c'est ce qui a après eu une tournure au niveau de ma carrière après.
Ça a été une année avec Reims et une année et demie, voire 2 ans, bloc opératoire, rééducation. Et c'est pour ça qu'après, j'ai été au Tour FC. Donc, le coach du Tour FC était l'ancien coach de la sélection du Gabon. Et j'avais des propositions pour rejouer dans différents clubs, que ce soit en France ou à l'étranger. Mais connaissant et avec l'expérience du monde du football, je sais que c'est un investissement et les clubs veulent que tu sois prêt tout de suite et que tu joues tout de suite. Seulement moi, après 1 an et demi, voire 2 ans, j'étais pas prêt à rejouer. J'avais encore jamais connu un groupe, jamais investir après 1 an et demi. Je m'étais entraîné avec personne, si ce n'est tout seul. Et j'avais vraiment besoin de connaître mon corps, savoir ce que j'étais capable de faire. Donc j'ai pris la décision d'aller au Tour FC pour 4 mois, histoire de reprendre tout doucement, progressivement, mes premiers pas, mes premières entrées dans un terrain, mes premières 90 minutes, et que vraiment, si je sens mon corps qui n'est pas prêt, bah, j'en parle au coach, le coach c'est compréhensible, et qu'on ne me force pas, qu'on ne me pousse pas à rejouer parce que j'avais déjà eu ce trauma avec Reims, et ça s'est bien passé. J'ai eu après le Tour FC ce passage en Asie où j'ai dû attendre 6 mois, je pense, parce que la saison qui commence en Asie commence plutôt en janvier, février. Donc j'ai dû attendre la fin de saison en Europe où ça se termine en mai pour attendre de reprendre avec un club asiatique. Et donc j'ai été au Japon, ça s'est très bien passé. J'ai été en Malaisie l'année d'après, ça s'est très bien passé. Et je pensais terminer ma carrière en Asie au vu de ce qui s'était passé en Europe et du bruit que ça avait fait par rapport à mon genou. Et il y a eu tout cet épisode de Covid et de restrictions sanitaires où on n'avait pas pu jouer pendant 6 mois. Et je me suis dit que c'était pas une vie et qu'il fallait que je prenne le risque de rentrer, sachant que si je rentrais, j'étais pas sûr de pouvoir revenir en Asie parce qu'ils fermaient les frontières. Et c'est là que j'ai signé ensuite 2 semaines après à Chypre en première division parce que je me voyais pas rester trop longtemps sans jouer. Étant international gabonais, ça allait me causer du tort forcément et ça allait pas être bon pour moi parce que plus tu restes de temps sans jouer, plus c'est compliqué après à retrouver un effectif. Ok, bah merci beaucoup. Laetitia, on passe à toi pour les 2 autres questions. Justement, vu que tu fais que d'en parler, pourquoi avoir fait tous les espoirs avec la France et d'un coup partir avec le Gabon en sélection nationale? Alors, la France a toujours été, j'ai envie de dire comme une compétition ou comme les, ce qui se fait de mieux en France pour moi, c'est la formation. Et dans les formations qu'on a, on a dès le plus jeune âge des regroupements de meilleurs joueurs par club, par département, par région. Et l'équipe de France était le summum de ce qu'on pouvait faire de mieux à notre âge. Donc on était regroupés parmi les meilleurs joueurs de 15, 16 et d'autres étaient de passage, d'autres revenaient. Et j'ai été d'ailleurs le joueur 90 qui a fait le plus de sélections en équipe de France, de 15 à Espoir du coup. Et j'ai vu beaucoup de gens passer, j'ai vu beaucoup de monde passer. Et après ces espoirs-là, j'ai eu l'équipe nationale du Gabon qui m'a pas sollicité à ce moment-là parce qu'il m'avait sollicité dès mes 16 ans. Mais j'étais déjà en équipe de France et je leur avais dit que euh, je terminais déjà ce que je pouvais faire de mieux à mon âge, donc d'être en équipe de France, et j'allais pas prendre la décision d'aller en équipe de jeunes du Gabon. Et qu'après celle-ci, j'allais voir, et de façon réfléchie, avec l'expérience que j'aurais pu avoir, d'avoir une décision plus mûre et plus juste. Donc j'étais au Standard de Liège à ce moment-là, et j'ai été sollicité par la fédération, mais aussi par la présidence du Gabon. Ça a eu un tout autre impact et je savais ce que je pouvais apporter pour le Gabon. J'avais pas encore d'intérêt avec l'équipe de France A, donc le choix était imminent pour le Gabon et dans le choix d'attendre pour l'équipe de France, il fallait juste attendre et être performant en club, ce qui était aussi réalisable, ça pouvait aussi se faire un jour, mais j'avais aussi ma famille, il faut savoir que je suis né au Gabon, j'ai beaucoup de relations avec ma famille gabonaise du coup, et l'impact que j'ai eu en prenant cette décision,
Je ne l'ai pas du tout regretté, au contraire, comme je vous ai dit, on a fait une année sans perte de match. Au niveau plaisir, j'étais agréablement surpris parce que je ne pensais pas que ça jouait aussi bien et qu'il y avait autant cet amour-là pour le maillot et le pays. Donc j'ai fait le choix aussi du cœur parce que je me sens aussi redevable pour ce que ma famille a fait pour moi et ma famille du côté du Gabon. Et j'avais aussi Aubameyang avec qui j'ai joué à Monaco, que vous avez connu aussi, qui m'a beaucoup sollicité aussi pour venir jouer. Donc c'est vrai que j'étais quand même bien convoité depuis un moment et cette décision-là s'est fait, je pense, naturellement avec le cœur, la famille et toutes les personnes qui étaient un peu derrière ce dossier-là. Et du coup, ça a été une fierté pour toi qui t'appelle. Bien sûr, parce que ça reste quand même une équipe et un pays que tu aimes. Donc, que ce soit la France ou le Gabon, étant binationaux, c'est toujours une fierté et des choix que j'ai pu faire, que ce soit en équipe de France jeune et de ne pas avoir pris la décision d'aller trop tôt en équipe nationale du Gabon. Je pense que j'ai bien fait au final. Bon, bah, je te remercie. Fred, on va passer à toi, du coup. Alors, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, donc ta carrière a été mouvementée par une blessure au genou qui t'a stoppé. Peux-tu nous en dire plus? Alors, j'ai en réalité joué euh, sur une jambe toute ma carrière, finalement. Parce que j'ai commencé à jouer à Monaco à l'âge de 15 ans et demi. À 16 ans, j'ai eu cette opération du genou, donc ménisque, une première arthroscopie qui m'a fait rater l'Euro des jeunes. J'ai repris, j'ai ensuite eu une deuxième opération, je pense 2 ans après, donc à mes 19 ans. Ça m'a fait rater la Coupe du Monde en jeunes, en équipe de France aussi. Et on n'est pas médecin, donc on suit un peu ce qu'on nous dit. J'ai eu pas mal de je dirais d'erreurs pour, pour un monde professionnel qui ont l'habitude et qui connaissent ce genre de pathologie. Sur la première opération, je pense que elle a été bien faite, mais je pense qu'ils ont voulu faire au mieux et j'ai dû me faire opérer par rapport à cette première opération où ils n'ont pas fait le nécessaire au niveau de mon ménisque pour enlever ce qu'il fallait réellement. Et j'ai subi un peu toutes ces choses-là. Je suis resté fort mentalement pour revenir, ce que j'ai toujours fait. Et c'est beaucoup de travail derrière tout cela parce que le fait de revenir après ce genre de traumatisme, surtout quand on est adolescent et qu'on est en pleine croissance, c'est beaucoup de renforcement, beaucoup d'étirements, une certaine alimentation, une hygiène de vie à changer totalement. Donc c'est un sacrifice que tu fais en étant de cet âge-là jusqu'à la fin de ta carrière, en fait, et quotidiennement. Ça demande une force mentale incroyable. Et donc, j'ai eu ces problèmes-là très jeune. J'ai pu jouer avec. Et Reims était au courant de ce souci, qui ne m'a pas posé de problème tout au long de ma carrière. Ça m'a posé un problème à Reims quand j'ai dû peut-être m'arrêter. J'aurais dû m'arrêter peut-être 2 ou 3 jours comme un joueur normal qui a eu, ou comme Neymar qui prend un coup à la cheville. On est tous au courant qu'il a un problème à la cheville. S'il doit s'arrêter 2 jours, c'est pas dramatique. Mais étant un joueur important de l'effectif, bah, on m'a poussé à jouer, on m'a poussé à jouer strappé, on m'a poussé à jouer sur une jambe où j'avais des, des, du liquide dans le genou, où j'avais ensuite, après le liquide, forcément du sang qui commençait, des épanchements dans le genou, puis après du cartilage qui se baladait dans le genou. Et le sachant, on a continué à me faire jouer, donc c'est là que la présidence du Gabon a intervenu. Donc j'ai vécu quand même des choses assez difficiles au niveau médical. J'ai été après en conflit avec le stade de Reims, donc j'ai pas eu les soins nécessaires non plus. J'étais à Barcelone seul, à mes frais, et je me suis débrouillé avec la clinique sur Barcelone. Je suis rentré au club à Reims étant sous contrat. Pareil, on m'a pas pris en charge, mais là c'était volontairement, c'est pour ça qu'on est toujours en justice. Et j'ai traîné ça jusqu'à mes 30 ans où j'ai dû travailler énormément, plus que les autres, et prendre mon mal en patience parce que je savais que je défiais un peu la médecine à ce moment-là.
médicalement parlant, à chaque IRM ou à chaque checking du médecin pour regarder l'état de mon genou quand je signais dans un nouveau club, c'était toujours est-ce que tu joues au football? Comment tu fais pour jouer au football? Donc, j'avais toujours cette conscience de ce que je faisais qui n'était pas normal, mais je le faisais pour mes charges, ma famille, euh, pour moi aussi, personnellement, pour me dire que j'étais capable. Et j'ai toujours réussi à surmonter tout cela jusqu'à ce que j'ai pu, à Chypre, décider de moi-même d'arrêter. Et je pense que c'est une satisfaction personnelle de se dire d'avoir fait ce parcours-là et d'avoir décidé de sortir du monde du football et plutôt que ce soit l'inverse, que ce soit le monde du football qui te stoppe, quoi. Super. Alors, comment vois-tu le foot actuel et penses-tu que la nouvelle formule de la Ligue des Champions favorise les petits clubs? Alors, comment je vois le football actuel? Le football, comme dit Mbappé, il a changé. Et il a vraiment changé. Je pense qu'on est dans un monde qui alimente de plus en plus tout ce qui est marketing. On a toujours des plus gros contrats, toujours des exploits de transfert, toujours des records. Et on a toujours aussi des records de performance statistiques. Donc je pense que les statistiques priment. On n'a plus ce football d'avant où on a des bons joueurs et des beaux joueurs à voir et qu'on se déplace au stade pour les voir. Maintenant, c'est le rendement qui est encore plus important qu'à l'époque, parce que bien sûr, le rendement est important, sinon on ne fait pas gagner certains matchs, mais encore plus aujourd'hui, je trouve. Et je pense que si vous voyez aussi le partage de sponsors, de publicité, maintenant les joueurs touchent à tout et parfois à n'importe quoi. Donc ça a des sponsors, que ce soit pour des casques, des chips ou des tout, on peut tout vendre aujourd'hui, même des cotons-tiges, je pense. Donc ça a beaucoup changé. C'est aux joueurs aussi de s'adapter, mais il faut aussi, je pense, suivre un peu la santé mentale des joueurs par rapport à ce qu'on leur propose. Et beaucoup, comme vous devez le savoir, commencent à en parler, se plaignent pas forcément, mais commencent à en parler de la pression mentale qu'ils peuvent avoir, que ce soit au niveau de plus de matchs, que ce soit au niveau de plus de sponsors, donc moins de temps libre. Et, et le football a forcément changé par rapport à tout cela. Avant, un joueur exceptionnel comme Zinedine Zidane ou Ronaldo n'avait pas autant. Et peut-être qu'aujourd'hui, il se dit, ça a tellement changé qu'il ne regarde même plus le football. Il le regarde différemment. Moi, aujourd'hui, je regarde le football pour des joueurs intéressants qui me plaisent et qui sont beaux à voir jouer. Mais ce qu'il y a d'extra sportif et autres, c'est pas des choses qui m'attirent. Et concernant la Ligue des Champions, euh, pareil, ça évolue, ça change aussi. Et est-ce que ça handicape les petits ou les petits clubs ou pas? Honnêtement, j'ai pas la réponse. J'ai pas la C'est réponse pas à ça. encore. J'ai Faudra voir plus pas, tard. j'ai pas cette réponse, mais j'aimerais bien vous la poser par contre. Que vous en pensez, vous? Bah, là, quand Faudra on voit attendre. qui est Ouais, dans le comment on top, va voir, c'est clair. Avec avec tout Brest le les respect numéro qu'on 2, a, oui, ouais. c'est beau, hein, franchement, avec tout le respect qu'on a pour Brest, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Franchement. Ouais. Donc, Non, pourquoi pas. Faut encore après, attendre, je quand tu pense. regardes les deux, Ouais. les petits, ils se tapent exactement la même chose, des chapeaux 1, des chapeaux 2, des chapeaux 3, sauf leur chapeau aussi. Que les chapeaux 1, avant, ils se tapaient que du 2, du 3 et du 4, et là, ils vont se taper du 1 aussi. Donc là-dessus, ça peut être un peu défavorisé. Mm, mm. Monaco, c'est quand même un très bon club. Donc, ça peut aussi être peut-être un mal pour un bien s'ils sont performants. Il faut le voir comme ça aussi. Et ça donne encore plus de motivation aux joueurs, je pense, parce que on peut les voir déjà d'une vision extérieure en difficulté alors qu'ils peuvent surprendre. T'as tout dit. On va bientôt arriver au terme de cette émission et il nous reste 2 questions. Bastien, je te laisse les citer. Quel stade t'as le plus impressionné ou le plus marqué niveau ambiance? Euh, Monaco, du coup. L'AS Monaco. L'AS Monaco et je dirais le Paris Saint-Germain. Tout le monde s'attend à ce qu'on parle de l'OM et du Vélodrome. Je vais vous parler de ces trois clubs-là.
Le l'AS Monaco, forcément, parce que c'est notre club et on a toujours entendu, on n'a pas de pression, on a une pression parce que on a des exigences pour rendre fiers les supporters, le club et toutes les personnes qui nous entourent, nos familles aussi. Et il faut pas prendre on n'a pas de pression comme quelque chose de négatif. Au contraire, c'est pas parce qu'il y a moins de supporters qu'on est moins investi. Au contraire, on arrive à partager aussi certaines choses. Et je pense que euh, personnellement, les ressentis que j'ai eus avec les supporters et la proximité qu'on avait, moi, ça m'a beaucoup aidé à me libérer aussi du terrain parce que ça peut être aussi contraignant pour des jeunes d'avoir une pression de supporters qui sont euh, dans le juste ou pas. Et moi, ça m'a beaucoup libéré, ça m'a beaucoup aidé d'avoir ce genre de supporter-là, en tout cas à l'AS Monaco. Pour ma part, le Vélodrome, ça a été une expérience différente d'un grand stade emblématique en France, en Europe, mais qui m'a pas plus surpris que ça. Je pense que le PSG m'a plus surpris parce que c'est un peu plus fermé, un peu plus serré, et au niveau du son, du bruit, on s'entend vraiment pas, et c'est ce qui m'a un peu plus marqué sur le stade du PSG. C'est le son et les supporters dans ce stade. Ok, très bien. Et pour terminer, un petit mot pour les supporters monégasques. Euh, bah, je voudrais déjà les remercier pour les années que j'ai pu passer, pour ceux que j'ai pu côtoyer et qui m'ont toujours supporté, qui m'ont toujours encouragé, qui le font même aujourd'hui. Je reçois toujours des petits messages. Donc ça fait toujours du bien, ça fait plaisir. Ils ont été aussi un moteur et une motivation pour moi aussi de leur rendre l'appareil. Donc jusqu'à aujourd'hui, chez moi, j'ai qu'un maillot de chaque saison. N'en ai pas plus parce que j'ai toujours tout donné. Et, et je le regrette pas parce que c'est des gars qui étaient toujours là, qui se déplaçaient. On n'était pas nombreux, on n'était pas nombreux au niveau des supporters, mais j'oublierai pas les sacrifices que beaucoup ont fait parce qu'ils avaient aussi un train de vie, des responsabilités, des charges. Et il faut en prendre conscience en étant joueur parce que c'est pas rien. Donc je les invite à continuer et aux joueurs professionnels de leur rendre l'appareil parce que, comme je disais, c'est des gens qui se déplacent pour nous supporter et nous voir. Et, euh, et c'est des gens qui aiment le club. Super. Bah, Super. franchement, ça nous touche. Et puis, merci à toi, en tout cas, de nous avoir accordé du temps pour cette interview. Et puis, grâce à toi, on a pu voir l'envers du décor. C'est vrai que nous, supporters, on voit qu'une partie. Et toi, tu nous as permis de voir l'autre partie. Et c'est vraiment un grand merci à toi. Laetitia, Fred et Bastien, est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter? Non, c'est bon. Non, nickel. Je le remercier pour la Tout est clair. confiance. Voilà, Merci. un grand merci Voilà, d'être venu. voilà. Il n'y a pas de problème, avec plaisir. On te C'était notre remercie. première, Esmond. Ouais, c'est vrai qu'on est une petite chaîne qui a démarré il y a moins d'un an. Et franchement, c'est comme un honneur vraiment de t'accueillir. Moi, je me souviens très bien de la saison. Bon, il y avait le côté descente aussi, mais on se souvient aussi des bons moments passés, notamment celui à Jean. Et franchement, merci à toi. Merci à la team Débrief ASM et notamment à Manu et Diego pour vos questions. Et voilà, on vous souhaite un bon week-end et puis bonne fin de soirée à tout le monde. Au revoir. Merci, vous également. Bonne soirée, au revoir.